Alors, je suis très content d'être là avec vous ce soir. Et ce soir, effectivement, je vais vous parler de l'Orient des croisades, et en particulier des États latins d'Orient, autrement dit, ces structures politiques fondées en Orient après le succès de la première croisade, donc après la prise de Jérusalem par les Latins en 1099. Vous savez sans doute qu'un grand nombre de ces Latins ayant accompli leur vœu de croisade rentrent en Occident, mais qu'une poignée d'entre eux restent en Orient, et ils fondent ce que l'historiographie appelle les États latins d'Orient, le royaume de Jérusalem, la principauté d'Édesse, le comté de Tripoli et la principauté d'Antioche. Le comté d'Édesse, pardon, et pas la principauté d'Édesse. Et ce soir, je vais mettre l'accent sur un aspect particulier, donc sur la question des échanges, des emprunts, des transferts culturels dans cet Orient des croisades. Pour commencer tout de suite, vers 1190, Arnaud de Lübeck, un moine allemand, rédige une chronique de son époque, et lorsqu'il raconte la troisième croisade, donc la croisade menée par Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste suite à la prise de Jérusalem par Saladin en 1187, Arnaud écrit que les musulmans, donc décrits ici comme des païens dans la lecture classique de l'Europe médiévale, les païens, je cite, pensent à beaucoup de choses que les nôtres n'ont pas encore appris. Ce témoignage est assez unique en son genre. Arnaud, moine occidental, moine chrétien, catholique, reconnaît l'avance intellectuelle et technique que l'Orient musulman, donc pour lui que l'Orient païen, a sur l'Occident chrétien. Ce constat toutefois n'est pas gravé dans le marbre. En effet, à la fin de la phrase, c'est les païens pensent à beaucoup de choses que les nôtres n'ont pas encore appris, si du moins les nôtres ne l'ont pas appris d'eux. Autrement dit, les Sarrasins savent plus que les chrétiens, mais les chrétiens, eux, savent apprendre des Sarrasins à condition de se mettre à leur école. On retrouve dans cette lecture le schéma familier des auteurs médiévaux, selon lequel nous sommes des nains montés sur les épaules des géants. Le passé était plus grand que nous, mais en montant sur les épaules du passé, on voit plus loin, puisque un nain, même tout petit, verra plus loin qu'un géant s'il est sur ses épaules. Ici, on a la même idée. Vous voyez, les Sarrasins sont en avance, les païens savent plus, mais au moins nous savons apprendre d'eux. Alors par cette phrase, Arnaud met le doigt avec acuité sur l'un des phénomènes les plus importants de l'Orient latin, à savoir les transferts culturels qui se produisent entre les différentes communautés dans cette région. Cette idée n'a pas toujours eu la faveur des historiens. Dans les années 1990, Jacques Le Goff, célèbre médiéviste, portait ainsi un regard très négatif sur la croisade et sur ses conséquences. Comme le souligne la citation que je vous mets ici, les croisades n'ont apporté à la chrétienté ni l'essor commercial, né de rapports antérieurs avec le monde musulman, ni les techniques et les produits venus par d'autres voies, ni l'outillage intellectuel fourni par les centres de traduction et les bibliothèques de Grèce, d'Italie et d'Espagne, où les contacts étaient autrement étroits et féconds qu'en Palestine. Et Jacques Le Goff termine avec une boutade: « Je ne vois guère que l'abricot comme fruit possible ramené des croisades par les chrétiens ». Ce faisant, Le Goff s'inscrivait dans une vieille historiographie remontant au moins au XVIIIe siècle avec Voltaire, portant un jugement très négatif sur les croisades, et en particulier du coup sur la postérité, on va dire culturelle et intellectuelle des croisades. Le regard porté par les spécialistes des États latins était encore plus sévère à cette époque. Le grand historien israélien Joshua Prawer, spécialiste des États latins, y voyait, lui, une société d'apartheid dans lequel les différentes communautés confessionnelles auraient vécu, comme le mot apartheid le dit, des vies sociales, intellectuelles et culturelles parfaitement séparées par des barrières légales absolument hermétiques, empêchant du coup les transferts culturels entre ces communautés. De fait, ces vues sont largement passées dans le grand public. Lorsqu'on pense aux croisades, lorsqu'on parle des croisades, on pense davantage, bien sûr, aux batailles successives, aux sièges, aux combats, aux guerres, beaucoup plus, bien sûr, qu'aux échanges culturels. On réduit donc souvent les croisades et leurs conséquences à un choc entre deux mondes, d'un côté l'Occident chrétien, de l'autre l'Orient musulman, voire à une simple étape dans un choc des civilisations, une guerre des civilisations pluriséculaires que se livreraient de tout temps des civilisations que tout oppose. Mais en réalité, comment imaginer que des Latins aient pu vivre pendant plusieurs décennies, pendant plus de 2 siècles en Orient, sans rien en ramener, sans rien en apprendre ? Et depuis une vingtaine d'années, les recherches récentes soulignent précisément l'importance des rencontres, des contacts, des échanges, des emprunts, bref, de tout ce qu'on résume par le terme de transfert culturel. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, sachant que, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut pour autant oublier la violence. On voit bien qu'il ne faudrait pas remplacer, un schéma historiographique par un autre. Il ne s'agit pas de passer d'une époque où on dirait il n'y a que des conflits à une époque où on dirait il n'y a que des échanges.
Au contraire, il faut vraiment penser les deux en même temps et penser que c'est dans ce terrain marqué par des conflits et une guerre quasiment permanente qu'ont eu lieu tous les échanges culturels dont je vais vous parler aujourd'hui. Dernière remarque liminaire avant d'entrer dans le vif du sujet, si l'Orient latin est un magnifique sujet d'étude pour ces questions, donc pour ces questions de contact entre communautés, d'échanges, d'emprunts, etc., c'est parce qu'il présente une diversité de populations qui est inégalée dans l'histoire médiévale. En réalité, cet Orient qu'on appelle latin, en fait, n'est pas du tout latin. Il se compose donc certes de latins, des latins qui sont soit venus d'Occident, soit nés en Orient. Et on va voir que c'est pas un détail, qu'il y a une différence entre ces deux communautés et que souvent ils se comportent pas de la même manière, les latins qui sont nés sur place et ceux qui sont venus à la faveur d'un pèlerinage ou d'une croisade. On y croise ensuite, bien sûr, des musulmans qui sont eux-mêmes divisés entre sunnites et chiites. Les chiites étant eux-mêmes divisés comme dans un espèce de jeu, vous savez, de poupées russes, où à chaque fois qu'on ouvre une poupée, il y en a une plus petite à l'intérieur. Les chiites sont eux-mêmes divisés en une série de sectes plus ou moins hétérodoxes, se livrant généralement à une compétition ou une guerre farouche à l'époque. L'une des plus célèbres, c'est sans doute les Ismaéliens, donc ce qu'on appelle les assassins, d'accord, les Nizarites, connus pour leurs méthodes frappantes, par lesquelles ils expriment leurs opinions, donc en pratiquant l'assassinat politique. Mais en réalité, la majorité de la population à cette époque en Orient, elle se compose encore de chrétiens, des chrétiens d'Orient. La bascule, l'islamisation de ces régions, elle aura lieu au XIIIe, XIVe siècle, à la faveur des conquêtes mongoles d'une part, puis de la peste noire qui va rééquilibrer la démographie de la région. En fait, il faut bien garder en tête, ce qu'on sait assez rarement, qu'au moment où les latins se lancent dans l'aventure des croisades, l'Orient, il est encore majoritairement chrétien, voire dans certains cas très majoritairement chrétien. L'Égypte, par exemple, elle est très majoritairement copte. À ce moment-là, les musulmans sont encore une minorité, même si évidemment c'est eux qui ont le pouvoir. Donc ces chrétiens d'Orient, ils appartiennent eux-mêmes à plusieurs églises, les maronites du Liban, les jacobites, les arméniens, les nestoriens, les melkites, les coptes, les éthiopiens, autant d'églises véritablement différentes, ce qu'on appelle des églises autocéphales, des églises qui ont leur propre clergé, leur propre hiérarchie, leur propre rythme, voire dans certains cas leur propre dogme, qui s'éloignent plus ou moins des dogmes catholiques. Enfin, il faut y rajouter des communautés juives, notamment dans les grandes villes, des arabes bédouins non islamisés, donc des arabes bédouins païens, y compris donc pour les musulmans, des karmates, des samaritains relativement peu nombreux, des zoroastriens qui pratiquent cette ancienne religion qui n'est pas encore éteinte à l'époque, et de temps en temps des bouddhistes qui se baladent en ayant remonté les routes de la soie. Donc vous voyez qu'on a un terrain extrêmement complexe, une mosaïque religieuse et confessionnelle qui est littéralement inédite, qui se rencontre nulle part ailleurs. Si vous pensez à la Sicile ou à la péninsule ibérique, qui sont les autres terrains souvent convoqués dès lors qu'on parle d'échanges culturels dans la Méditerranée médiévale. Vous avez vu que Le Goff lui-même, il dit la Palestine, c'était peu de choses comparé à la Sicile et à l'Espagne. Alors certes, la Sicile et l'Espagne jouent un rôle de premier plan, mais en Sicile et en Espagne, on a un jeu à trois parties. La Sicile, sunnite, chrétien, juif. En Sicile, en péninsule ibérique, pareil, sunnite, chrétien, juif. En Orient latin, on a au moins 8 ou 9 christianismes différents, 3 ou 4 islams, 2 ou 3 judaïsmes, et encore une fois, des samaritains, des zoroastriens, des bouddhistes, des païens, etc., qui se mélangent dans ce terrain. Le tableau se fait encore plus complexe dès qu'on veut y ajouter des identités sociales et politiques. On parle des latins, par exemple, on aura vite tendance à faire un bloc, mais en réalité, ces latins se divisent entre seigneurs, bourgeois, paysans, clercs, eux-mêmes divisés entre clercs séculiers et réguliers, d'accord, marchands, pèlerins, etc. Et tous viennent en Orient, vivent en Orient avec leurs idées, leurs paysages mentaux, leurs agendas politiques, culturels, intellectuels. D'accord. Évidemment, c'est important de garder ça en tête, puisqu'on a toujours tendance, en particulier quand on travaille sur des périodes anciennes, à réifier les choses, à penser les choses très figées, et donc on va dire, les croisades, c'est des catholiques contre des musulmans. En réalité, c'est un jeu beaucoup plus complexe, qui mêle des acteurs très différents. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet sur les transferts culturels, les échanges, les emprunts culturels. Alors, certains que je vais vous présenter ici sont sûrement très connus, d'autres, j'espère en tout cas, le sont peut-être un peu moins. En arrivant en Orient, les croisés découvrent tout d'abord une plante qui leur est inconnue à ce moment-là. Et je vous cite une source, la chronique de Fouché de Chartres, croisé, qui fait partie de la première croisade, et donc qui raconte que, alors que les latins sont en train de traverser les plaines autour d'Antioche, ils rencontrent une plante, je cite, « Dans les terres en culture se trouvaient alors certaines plantes semblables à des roseaux, qu'on appelle canna melis », donc c'est le terme en latin, Fouché écrit en latin, donc des cannes à miel, des cannes de miel,
non composé des deux mots cana et miel. Là, vous voyez, Fouché, il est très comme ça, il est très pédagogue. Donc quand il nous explique des mots, il détaille. Donc il nous a dit cana mélisse, ça veut dire cana et mélisse. Ces deux-là, je crois qu'on qualifie de miel sauvage, celui qu'on tire avec adresse de ces plantes. Nous les dévorions d'une dent affamée à cause de leur saveur sucrée. Alors évidemment, nous les connaissons sous un autre nom. Ici, il s'agit bien sûr, vous les aurez reconnus, de canne à sucre. D'accord ? Une plante venue à l'origine d'Inde, connue un peu partout dans le monde arabe depuis le 9e siècle. En Occident, au moment de la première croisade, donc encore une fois en 1095-1099, on en trouve un peu en Sicile, mais très peu. Ça veut dire qu'il y avait peut-être quelques croisés qui avaient déjà croisé cette plante, qui l'avaient déjà rencontrée, qui l'avaient déjà goûtée, puisqu'il y a des Normands de Sicile qui font partie de la première croisade, mais c'est un petit contingent, et donc la grande majorité des croisés n'avaient jamais dû rencontrer cette plante. Fouché de Chartres, comme l'on l'indique, né et élevé à Chartres, avait aucune chance d'avoir déjà vu une canne à sucre où que ce soit. C'est très intéressant de voir qu'il emploie le mot canne à miel et pas le mot sucre. En effet, le mot même de sucre vient de l'arabe. Ici, vous voyez une représentation médiévale des cannes à sucre. Le mot même de sucre, il vient de l'arabe soukar, et il va apparaître seulement dans les langues latines à partir du XIIe siècle. Donc Fouché lui-même, il écrit à un moment où le mot sucre n'existe pas, et donc, sans surprise, il décrit ces cannes comme des cannes de miel, avec un goût miellé que les croisés consomment à ce moment-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'en s'installant en Orient, les croisés ne bouleversent pas les structures agricoles qui y existent. Ils vont donc continuer à cultiver la canne à sucre et à exporter ce sucre vers l'Orient. D'autant plus qu'il s'agit d'une matière facile à exporter, facile à transporter et extrêmement rentable, puisque évidemment on va pouvoir la vendre très cher, puisque c'est une denrée très précieuse en Occident. Je suis sûr que vous savez que le commerce médiéval méditerranéen est en grande partie articulé autour des épices, qui sont la denrée la plus précieuse. Le sucre, c'est une épice, autant que le poivre, le gingembre, la cannelle, etc. Des produits qui, à l'époque, valent extrêmement cher. Certains valent plus cher que l'or pendant plusieurs siècles. Ce qui nous a laissé, je le signale en passant, l'expression payer en espèces, qui vient en fait de l'ancien français payer en espices, à une époque où on pouvait régler ses factures directement avec une poignée d'épices. D'accord ? Le faites pas, aujourd'hui ça marche pas. Si vous essayez de payer vos impôts en renvoyant un peu de poivre dans une enveloppe, vous allez avoir des problèmes. Et si vous tenez à payer l'addition du restaurant comme ça, vous dites pas que c'est moi qui vous ai suggéré. Donc. Ce qui est intéressant, donc, c'est que, alors même que les Latins donc s'insèrent dans ces réseaux et commencent à commercialiser le sucre en Occident, à des centaines de kilomètres de là, l'origine du sucre est mal comprise et mal perçue. Et je vous cite ici la lettre d'un marchand génois vers 1130 qui écrit d'Acre, donc Acre conquise par les Latins. D'Acre vient le meilleur sucre. Certains disent qu'il est fait à partir d'une racine, mais c'est un mensonge que les marchands racontent pour faire monter les prix, car le sucre vient de l'abeille. Un témoignage qui est assez fascinant, parce qu'on voit en fait que notre marchand, il est malin, il s'en laisse pas compter. Il sait bien que certains racontent que ce nouveau sucre qui commence à arriver en grande quantité vient d'une racine, mais non, lui il sait bien que non. D'accord, il sait bien que c'est un mensonge, comme il le dit. Le sucre, selon lui, ne peut venir que de l'abeille. Autrement dit, en fait, il ne pense pas de sucre autre que le miel, qui est la source, on va dire, traditionnelle de sucre utilisée en Occident depuis des centaines d'années. D'accord ? Et vous voyez que c'est assez intéressant, en fait, qu'il lie une innovation technologique immédiatement sous l'angle du mensonge commercial. Pour lui, c'est un stratagème que ses partenaires racontent pour faire gonfler artificiellement les prix du sucre. D'accord ? Et lui, du coup, joue le rôle du sceptique, qui refuse de croire cette nouvelle. Ce témoignage, il est hyper intéressant parce qu'il nous rappelle qu'en fait, les connaissances, elles se diffusent à des rythmes différents. Visiblement, ici, on a un moment où le sucre a atteint l'Occident, mais pas encore la connaissance du sucre. D'accord ? Notre marchand, en fait, il a raison de ne pas croire ce qu'on lui raconte, parce que ça pourrait être une rumeur, ça pourrait être une légende, il a raison d'être sceptique. Évidemment, nous, on a du mal à se rappeler de ça. On vit à une époque où le transfert de l'information est tellement rapide, tellement instantané d'un bout à l'autre du monde, qu'en fait, ça fait du bien, ces témoignages qui nous rappellent qu'ici, il a fallu littéralement plusieurs décennies pour qu'en Occident se diffuse petit à petit, lentement, la connaissance qu'il existait désormais une nouvelle plante dont on pouvait tirer du sucre. Alors, en cultivant le sucre, les Latins récupèrent également un ensemble de techniques agricoles. Ils découvrent notamment un type de pressoir dit à vis de bois, qui va ensuite être beaucoup utilisé en Occident, notamment pour la culture des olives, pour fabriquer de l'huile d'olive dans le sud de la France.
qu'une invention des ingénieurs arabes. Il découvre également des techniques, le pressoir à vis de bois. Voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, donc ça consiste à activer une vis qui elle-même du coup presse une meule dans la cuve, d'accord. Donc c'est des choses qu'ont développé des ingénieurs autour de Bagdad au 9e, 10e siècle que les Latins copient et vont ramener en Occident tout simplement parce que ça offre une meilleure productivité que les pressoirs qui étaient alors utilisés en Occident. Donc sans surprise, on copie dès que c'est plus efficace parce que ça va être plus rentable. Et puis il découvre également des machines hydrauliques. Là encore, un domaine dans lequel les ingénieurs arabes et nestoriens ont une avance considérable par rapport à l'Occident. Vers 1167, un pèlerin allemand qui s'appelle Théodéric, qui fait un pèlerinage en Orient latin, écrit qu'il a vu dans les champs près de Tibériade, je cite, « une machine à roues pour tirer de l'eau, jamais je ne vis son pareil ». Il ne la décrit pas plus, mais visiblement elle l'a frappé. Encore une fois, s'il prend la peine de l'écrire et si ensuite on a pris la peine de le copier, c'est qu'il y avait quelque chose qui a retenu son attention. On peut penser ici qu'il s'agit de ce qu'on appelle une noria, l'une de ces grandes roues qui servent à puiser de l'eau en grande quantité pour irriguer des champs, qu'on voit encore aujourd'hui à Alep, à Damas par exemple, ou qu'on voit également à Cordoue, par exemple, des norias de l'époque médiévale qui sont conservés, d'accord, et qui visiblement donc ont beaucoup frappé, là encore, l'imagination, l'attention de notre pèlerin. Preuve que ça n'existait pas dans son monde à lui, parce que sinon il ne l'aurait pas décrit. Généralement, ce qu'on décrit, c'est l'inédit, le neuf, l'étonnant, le bizarre, et pas évidemment le commun et le banal. Les Latins découvrent également une façon presque industrielle, ou en tout cas proto-industrielle, de cultiver le sucre. Bien mise en avant depuis quelques années par les archéologues, autour de Châteauneuf par exemple, une petite bourgade à environ 60 km d'Acre. Les archéologues ont découvert ainsi un complexe de transformation du sucre qui associe 2 moulins, une demi-douzaine de pressoirs, un four à potier sur place pour fabriquer les pots dans lesquels le sucre est ensuite transporté et commercialisé. Le tout est sous le contrôle du seigneur du lieu, qui, on le sait à l'époque par d'autres chartes, s'enrichit énormément en quelques années, puisque, encore une fois, le sucre est un produit très rentable. Et ce qui est intéressant, c'est que cette manière de cultiver le sucre, vous voyez, en concentrant au même endroit des lieux en fait de transformation et de commercialisation de la matière première, elle va être reprise en Sicile, puis elle va être reprise par les Vénitiens en Crète, qui vont vraiment installer des espèces de cultures immenses du sucre, et ensuite elle va être reprise par les Espagnols aux Baléares, avant de traverser l'océan au 15e, 16e siècle, et de connaître le succès qu'on lui connaît dans les colonies occidentales au Nouveau Monde en Amérique. Et donc en fait ici il y a une histoire directe, quand au XVIe siècle les Occidentaux commencent à faire venir des millions d'esclaves africains pour travailler dans des champs de canne à sucre. En fait cette technique elle est venue directement de l'Orient des croisades, passée donc par la Crète, par les Baléares, jusqu'à l'Atlantique. Alors autre découverte des Francs en Orient, un passage cette fois d'Albert d'Aix, un chroniqueur allemand, qui lui n'est jamais allé en Orient mais qui est très bien renseigné, et il raconte au sujet de la première croisade, il raconte ce passage. Tirant aussitôt de leur sein, donc c'est des émissaires musulmans qui sont venus dans l'armée des croisés pour discuter d'une trêve. D'accord ? La trêve est acceptée par les seigneurs latins, et voilà ce qu'ils font. Tirant aussitôt de leur sein 2 pigeons, oiseaux agréables et bien apprivoisés qu'ils avaient apportés avec eux, ils prirent en même temps du papier sur lequel ils inscrivirent la réponse et les promesses du duc, et l'attachant avec un fil sous la queue des pigeons, ils ouvrirent les mains et envoyèrent les 2 pigeons porter ces heureuses nouvelles. Le duc et tous ceux qui étaient auprès de lui témoignèrent de leur étonnement d'un pareil message. Vous voyez qu'on retrouve toujours la même chose, l'étonnement, avant tout, face à une technique que l'on ne connaît pas. En l'occurrence, là encore, vous aurez reconnu la technique, puisque précisément nous la connaissons, puisque le transfert culturel a eu lieu, il s'agit des pigeons voyageurs, une technique qui n'était pas connue à ce moment-là en Occident. Absolument inconnus, alors qu'on les utilise depuis longtemps en Orient pour en faire en fait un réseau postal, tout simplement parce que les pigeons ça va vite, un pigeon peut couvrir entre 400 et 600 km par jour, c'est-à-dire à peu près 10 à 15 fois plus que peut le faire un homme à cheval, et donc évidemment est très intéressant lorsqu'on veut envoyer des messages rapidement. De très nombreuses sources en parlent. On va avoir donc évidemment des représentations iconographiques, mais là aussi ce qui est intéressant c'est que du côté occidental on va avoir des sources qui en parlent d'une manière romancée. Par exemple dans la chanson de Geste des Chétifs, qui est une chanson rédigée en Orient au milieu du XIIe siècle, on voit par exemple, on parle de la terre de Sarrazin où les oiseaux parlent et colportent des nouvelles. Et ici vous voyez bien le glissement, comment on est passé de pigeons portant des messages à des oiseaux qui parlent, dans la terre des Sarrasins, et du coup comment ça devient en fait un motif romançant cet Orient, un Orient mystérieux, un Orient empli de ce que les médiévaux appellent des merveilles, des mirabilia, des choses dont il faut s'émerveiller, et parmi ces merveilles, il y a le fait qu'en Orient, les oiseaux savent parler.
D'accord. Et du coup, ici, on voit bien en fait le glissement. En fait, on a raconté quelque chose à notre auteur qu'il a mal compris, comment on est passé d'un pigeon qui porte un message à un oiseau qui parle. À la différence du sucre, cette technique ne prend pas en Occident, et pourtant c'est pas faute d'avoir essayé. Les premiers qui essayent de transplanter cette technique en Occident, c'est les Génois, la commune de Gênes, donc on est dans la péninsule italique du XIIe siècle, des cités-États marchandes indépendantes les unes des autres, engagées dans une compétition militaire et économique farouche, donc évidemment qui sont à l'affût du moindre avantage qu'elles pourraient prendre sur leurs rivales. D'accord. Et donc la commune de Gênes, qui participe aux croisades, qui s'implante en Orient, se dit que c'est quand même vachement pratique ces pigeons qui portent des messages et qu'il faudrait faire pareil. Et donc à la fin du XIIe siècle, la commune de Gênes finance une tentative pour créer les premiers pigeons voyageurs génois. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas comment faire. Ils n'ont pas les connaissances techniques pour le faire. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Eh ben, ils payent quelqu'un qui prend un pigeon sur la place de Gênes, qui lui attache un message à la patte et puis qui l'envoie en l'air en disant « porte le message ». Donc au début, on essaie de le faire porter au pape, donc on lance le message en disant « va à Rome ». Et puis évidemment, ça ne marche pas, parce que le pigeon fait sa vie de pigeon, donc ça ne fonctionne pas. Donc on essaye plusieurs choses. Est-ce qu'il faut les lancer d'en haut ? Bon, ça ne marche pas non plus. Est-ce qu'il faut les lancer de nuit ? Bon, ça ne marche pas. Et puis au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui dit « ah, mais peut-être qu'ils ne comprennent pas le latin ». Parce que en fait, peut-être, ça paraît idiot, mais c'est logique. Peut-être qu'après tout, les pigeons ne parlent que l'arabe, puisque ça marche en Orient et ça ne marche pas chez nous. Donc on fait venir à grands frais un traducteur qui va être capable du coup de pouvoir lancer les pigeons en arabe en disant « va au pape ». Et puis évidemment, ça ne marche pas non plus, puisque vous savez que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les pigeons en réalité ne sont pas voyageurs, en fait ils reviennent à l'endroit où ils sont nés, et uniquement, en fait ils sont monodirectionnels, on ne peut pas les envoyer où on veut, donc ça suppose en fait toute une éducation, tout un système vraiment de culture des pigeons. Mais du coup en fait les Génois n'y arrivent pas, et après quelques années, la commune de Gênes finit par annuler l'expérience en disant que ça a coûté trop cher, et conclut vraiment en barrant d'un trait rageur le folio, en disant c'est impossible, on nous a menti. D'accord, les pigeons ne peuvent pas porter des nouvelles. Bon, ça me fait beaucoup rire l'anecdote, parce que j'imagine effectivement pendant quelques années les consuls de la commune de Gênes se prendre la tête très sérieusement pour se dire mais pourquoi est-ce que ces pigeons n'obéissent pas alors qu'on leur demande gentiment, d'accord, et pourtant ils veulent pas porter des nouvelles. Là aussi, c'est la même chose que pour notre marchand génois tout à l'heure, un sceptique sur le sucre. Ça nous rappelle que les connaissances techniques, elles ne circulent pas toujours. En l'occurrence, effectivement, il ne suffisait pas qu'il y ait des croisés qui reviennent en disant « ah, c'est trop bien, on a vu des pigeons qui portaient des nouvelles ». Ben, en fait, le fait de savoir que ça existe ne suffit pas pour le faire. D'accord ? De même que nous, aujourd'hui, il ne suffirait pas qu'on nous parle d'un transfert technique. Quelqu'un qui reviendrait du Japon en disant « ah, vous savez qu'il y a une technique qui consiste à projeter des films à partir d'une cassette », ben, ça ne suffirait pas pour qu'on le reproduise si on n'avait pas les connaissances techniques pour. D'accord. Donc c'est intéressant parce que ça rappelle que ces transferts techniques, ils n'existent pas, sont toute une infrastructure technique, logistique, mentale, qui permet à ces connaissances techniques d'être replantées dans un autre terreau et en fait d'y faire racine et ensuite d'y faire fruit. Là, en l'occurrence, du coup, les pigeons voyageurs, ça n'a pas marché. Il faudra attendre le XVe siècle pour que la République de Gênes et la commune de Venise équipent ces tours de guet avec des pigeons. Cette fois, visiblement, ils ont appris comment. Il y a dû avoir des transfuges venant avec des connaissances précises. Et c'est seulement au XVIe siècle que la technique commence à être vraiment utilisée par les armées européennes. Donc vous avez vu ici un gros décalage dans le temps. Il a fallu en revenir 4 ou 5 siècles après pour que ce transfert culturel-là se fasse. Autre exemple de circulation très intense qui ont lieu en Orient, c'est la médecine. Ça ne va pas nous surprendre, on sait que les Arabes récupèrent le legs médicinal de l'Antiquité, notamment en traduisant les textes de Galien, le grand médecin de l'Antiquité, et un grand nombre de chroniques arabes rédigées pendant notre période se moquent des techniques médicales des Francs, les jugeant frustes, limite barbares, notamment se moquant de la pratique de la saignée, qui est l'une des pratiques phares de la médecine occidentale à l'époque, d'accord, et qui conduit effectivement à peu près dans un cas sur deux à tuer le patient parce qu'on lui a pris trop de sang ou parce que la plaie a été mal refermée et qu'elle s'infecte. Donc on a en fait beaucoup, c'est vraiment un topos des chroniques arabes de l'époque, de dire voilà, les Francs sont barbares, la preuve, regardez leurs médecins. Dès lors, sans surprise, il va y avoir d'intenses circulations dans ce domaine, encore une fois dans le sens Orient-Occident. J'en prendrai 3 exemples. Le premier exemple, c'est la manière dont la lèpre est considérée. Au XIe-XIIe siècle, en Occident, la lèpre, c'est considéré vraiment comme une punition divine pour des péchés. Donc c'est pas vu comme une maladie, c'est vu comme un message directement envoyé par Dieu pour isoler et singulariser quelqu'un. C'est une maladie qui fait très peur et qui entraîne l'exclusion du lépreux, marquée par vraiment une cérémonie qu'on appelle la séparation du lépreux. C'est-à-dire qu'en fait, quand quelqu'un contracte la lèpre, on organise son enterrement, il assiste à son enterrement,
avec le prêtre prononce une homélie, les gens viennent parler de lui, et ensuite il est mort. Donc, vous voyez qu'il est considéré comme un mort vivant, il est exclu de la communauté des vivants, et donc même s'il est encore physiquement vivant, il est mort socialement, puisqu'on l'a enterré, on a descendu un cercueil en terre à son nom. Ça, c'est vraiment en Occident à ce moment-là. Au contraire, en Orient, pour les médecins arabes et les médecins chrétiens d'Orient, la lèpre, c'est une maladie, certes une maladie grave, mais une maladie parfaitement guérissable, avec des onguents, avec des pommades, avec des bains, etc. Et du coup, la maladie n'est jamais diabolisée. Et sans surprise, on va voir que les latins installés en Orient vont être profondément influencés par ces conceptions et vont petit à petit se détacher, comme une branche qui pousserait de plus en plus loin du tronc, se détacher de la conception occidentale de la maladie. Et c'est ce qui amène par exemple à la création en Orient de l'ordre de Saint-Lazare, qui est un ordre de chevaliers militaires, de religieux, comme les Templiers, de religieux militaires, qui regroupe des chevaliers lépreux. Ce qui aurait été impensable en Occident, parce qu'encore une fois, en Occident, le lépreux, il est mis à part de la communauté. C'est ce qui va permettre en Orient que règne Baudouin IV de Jérusalem, à la fin du XIIe siècle, qui est lépreux. D'accord. Alors qu'encore une fois, en Occident, ça aurait été impensable. Un roi lépreux, en fait, il n'aurait pas pu rester roi. Il aurait immédiatement, en fait, perdu son pouvoir, il aurait été mis à part, mis au banc de la communauté. Alors que, encore une fois, en Orient, c'est pas le cas. Et là, on y voit vraiment l'influence directe de la médecine arabe qui, petit à petit, en fait, a influencé la manière dont on pensait la lèpre. Deuxième exemple, la médecine, elle s'appuie également sur des pratiques de l'hygiène. Et en Orient, les latins découvrent le bain, le hammam arabe. Alors, contrairement à un cliché bien répandu, au Moyen-Âge, les gens se lavent. Le Moyen-Âge n'est pas la période sale qu'on vous a peut-être présentée, qu'on nous a longtemps présentée. Il y a encore des bains publics dans les villes médiévales pendant toute la période. Les gens sont attachés à leur hygiène corporelle, se lavent, se peignent, se brossent les dents, etc. Mais effectivement, ils ont perdu la pratique des thermes, la pratique de l'eau chaude, d'accord ? Donc en fait, la pratique du hammam qui existait dans l'Antiquité romaine et qui a continué à exister dans le monde islamique. Et sans surprise, en Orient, les latins deviennent vite de grands amateurs du bain. On le sait, y compris dans des établissements ex nihilo, quand les archéologues fouillent des villages latins construits par les latins en Orient, mais qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve des hammams. C'est-à-dire que même du coup, quand ils créent des villages neufs, des bastides, des châteaux neufs, comme au même moment en Occident, peuplés par des paysans chrétiens, catholiques, venus d'Occident, en fait, ils y créent des hammams parce que ça fait partie du paysage local. Et visiblement, ici, il y a une acculturation assez forte. Avec le bain viennent également d'autres pratiques, et on a une source assez exceptionnelle. Le texte est un peu long, mais vous allez voir, l'anecdote vaut vraiment le coup. C'est tiré d'une chronique d'un auteur qui s'appelle Oussama ibn Munkiz, un prince syrien du nord de la Syrie, d'une ville qui s'appelle Shaïzar, sur l'Oronte, à côté d'Antioche, qui rédige à la fin de sa vie un livre autobiographique, le Kitab al-Ittibar, des enseignements de la vie, donc dans lequel il raconte sa vie. Un prince qui a eu une vie aventureuse en Orient, entre chasseurs et diplomates. Et donc à un moment, il raconte, donc je cite, « Nous avions chez nous un baigneur nommé Salim, originaire de Maharat an-Noman, employé au service de mon père, qu'Allah l'ait en pitié. Salam nous dit un jour, j'avais installé des bains à Maharat an-Noman pour en vivre. À cette époque, Maharat, c'est une ville conquise par les latins. D'accord ? Un chevalier franc y entra. Ces gens-là n'aiment pas ceux qui, au bain, gardent une serviette serrée autour de la taille. Mon client, donc, étendit la main, détacha ma serviette et la jeta. Or, j'avais peu de temps auparavant rasé mes poils du pubis. Il me cria « Salim !» Je m'approchai de lui, il étendit la main sur mon pubis et dit « Salim, par la vérité de ma religion, fais-moi autant. » Donc ici, déjà, vous avez vu, on a un latin fasciné par une pratique qu'il ne connaît pas. La suite du paragraphe est encore plus folle. Il s'étendit sur le dos et la partie du corps dont il s'agissait ressemblait chez lui à sa barbe. Ben oui, il n'a jamais été épilé à cet endroit, donc pour un autre esclave des bains musulmans, c'est touffu comme une barbe. Quand je lui rasai, il y passait la main et s'aperçut que la peau y était devenue lisse. Il me dit alors, ô Salim, par ta religion, je t'en conjure, fais cette même opération à la dame, Dhamma. Or, dans leur langue, la Dhamma, c'est l'épouse, Sith, c'était à sa femme qu'il pensait. Il envoya un de ses serviteurs prévenir la dame pour qu'elle vînt. Le serviteur se rendit auprès de la dame, l'amena et la fit entrer. À son tour, elle s'étendit sur le dos. Le chevalier répéta, fais-lui ce que tu m'as fait. Bon, c'est une chronique rédigée dans les années 1180-1190 qui témoigne ici, vous voyez, d'un transfert culturel précis, une pratique de l'épilation au hammam, avec ce chevalier qui est tellement fasciné par la pratique que d'abord il commence par tripoter l'esclave, puis il demande qu'on lui fasse la même chose, puis il ramène sa femme pour qu'on lui fasse la même chose. Alors, évidemment, le passage, il est important parce qu'on sent bien l'ambiguïté des transferts culturels. Pourquoi est-ce que Oussama nous raconte ça ? Il nous raconte ça pour se moquer des Francs. D'accord ? Ici, dans cette anecdote, les Francs, ils n'ont pas le beau rôle. Les Francs, ils font pas les choses bien.
d'accord, les Francs c'est des barbares parce qu'ils ne se rasent pas à cet endroit-là. En fait, ils ont un rapport inversé à la pilosité. Comme Oussama le dit plusieurs fois, ils se rasent la barbe, alors que quand on est un homme, on se laisse pousser la barbe. Et par contre, ils s'épilent pas les aisselles et le pubis, alors que quand on est un homme civilisé, on est censé s'épiler les aisselles et le pubis. Donc déjà, c'est une première vision négative. Et puis la deuxième vision négative, c'est évidemment que ici, le Franc commet un impair majeur en faisant venir sa femme dans un hammam tenu par un esclave masculin, alors que évidemment, il aurait dû la faire venir dans un hammam tenu par des esclaves féminins. D'accord. Et du coup, ici, en fait, il manque de courtoisie, il manque de pudeur. Du coup, en demandant à un esclave homme d'épiler son épouse. Et d'accord, Oussama termine en disant c'est la preuve que ces Francs manquent totalement de pudeur. Ils sont tellement jaloux avec leur femme et pourtant ils voient pas de problème à ce qu'un homme épile leur femme au hammam. Donc ici, évidemment, en fait, l'anecdote elle n'est pas gratuite derrière le transfert culturel. Il ne s'agit pas simplement de décrire le transfert culturel, mais de hiérarchiser les pratiques. Et donc, sans surprise, Oussama décrit des musulmans qui sont au-dessus des latins, plus civilisés que les latins. Le troisième exemple de transfert culturel au niveau de la médecine, le plus durable, c'est qu'en arrivant en Orient, les Latins découvrent une pratique médicale qu'ils vont ramener en Occident et qui existe encore aujourd'hui, l'hôpital. C'est-à-dire l'idée d'un lieu, d'un bâtiment qui regroupe d'une manière permanente à la fois des malades et un personnel médical rémunéré pour s'en occuper. Encore une fois, l'idée elle nous paraît évidente, tellement aujourd'hui nous on sait ce qu'est l'hôpital, mais comme toutes les choses évidentes, il a bien fallu que ce soit inventé à un moment ou un autre. Et en l'occurrence, donc c'est une pratique qui existe depuis plusieurs siècles dans le monde islamique, alors que ça n'existe pas à ce moment-là en Occident. Il y a bien des hôpitaux, mais en fait, c'est ce qu'on appelle des hospices, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des lieux soit qui accueillent tous les fragiles, ce que les sources médiévales appellent des fragiles, donc à la fois les malades, mais aussi les pauvres, les faibles, etc. Ou alors c'est des hospices, c'est-à-dire des mouroirs, des lieux où on va pour mourir en sachant qu'on va mourir. C'est pas un lieu où on va pour être soigné, avec l'idée qu'on est censé ressortir sur ses deux jambes en allant mieux, d'accord, ce qui est quand même censé être la vocation première de l'hôpital. Les empreintes ici ils sont très nettes. Au contexte de ces structures apparaissent en Orient des ordres hospitaliers, dont le plus célèbre, bien sûr, c'est celui des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Aujourd'hui, c'est les chevaliers de Malte, d'accord, qui sont l'héritier des hospitaliers. Et ils reprennent un ensemble de principes bien appliqués dans les structures arabes, comme par exemple le rapport entre le nombre de médecins et le nombre de malades, qui va se fixer pendant quasiment toute la période médiévale à 1 pour 18. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, c'est la règle, c'est comme ça que les Arabes faisaient. Et donc les Latins, ils copient en disant, voilà, il faut, s'il y a 18 lits, il faut qu'il y ait un médecin, donc après vous augmentez 36 lits, 2 médecins, 40, etc., etc. Au passage, un taux d'encadrement qui ferait rêver bien des hôpitaux d'aujourd'hui, où on n'est pas du tout à un médecin ou même un personnel médical pour 18 lits. Ou encore la matière du drap. À l'époque, on fabrique les draps en lin, exclusivement en lin, parce qu'on lui attribue des vertus médicinales et des vertus thérapeutiques. Là encore, c'est quelque chose qui vient directement des pratiques arabes. De la médecine arabe, les Latins prennent aussi le principe de la médecine de guerre. On sait que c'est les hospitaliers qui sont les premiers à installer véritablement des hôpitaux de campagne lors des grandes batailles pour traiter sur le vif des blessés. Le premier hôpital de Paris, les 15-20, est fondé par Saint-Louis à son retour de croisade et il est fondé sur le modèle explicite du grand hôpital d'Acre. Louis IX est resté 4 ans en Orient, notamment plusieurs mois d'affilée à Acre. Il a eu tout le temps d'aller voir l'hôpital, de le visiter, de le copier. Et l'une des premières choses qu'il fait en rentrant à Paris, c'est de créer ce qui va devenir le premier hôpital de Paris. Donc là encore, vous voyez qu'on a vraiment des transferts culturels véritablement directs. Dernier exemple de connaissances qui circulent, des techniques de construction. À l'inverse du domaine précédent, ici c'est plutôt les musulmans qui vont emprunter des techniques aux latins et notamment des techniques au château des latins. En effet, les latins ils importent avec eux un ensemble de techniques de construction employées en Occident à la même époque, en particulier l'utilisation de ce qu'on appelle la tour maîtresse, ce qu'on va appeler plus tard le donjon, d'accord, dans la vision classique du château fort, c'est-à-dire une tour, généralement à l'époque intégrée à l'enceinte murée, on n'est pas encore au donjon au milieu, une tour particulièrement fortifiée, qui va servir en quelque sorte de dernier bastion au cas où le reste de la muraille tombe. D'accord. Et ça, c'est quelque chose que les musulmans vont copier pour les citadelles d'Alep, par exemple, ou pour les citadelles du Caire. De même, les Latins utilisent des colonnes antiques, comme je vous le mets ici, comme fondation pour les murailles. Vous voyez ici en transversale, vous voyez ici une vue en coupe. Tout le monde voit, du coup, on a ces colonnes, vous voyez, intégrées dans la muraille. D'accord. C'est un intérêt pratique, ça renforce la solidité de la muraille, notamment en cas de tremblement de terre, mais c'est aussi un intérêt symbolique, parce que c'est une manière de récupérer le prestige des colonnes romaines
et littéralement de les mettre au service des nouvelles fortifications que les Latins construisent, donc c'est une manière symbolique de se présenter comme les héritiers de Rome. Là aussi, c'est une technique qu'on va retrouver ensuite dans les citadelles des villes arabes, et donc là c'est aussi un transfert culturel, mais cette fois dans le sens des Occidentaux vers le monde musulman. Ces échanges ils peuvent également se voir dans les aménagements internes ou dans les décorations. Par exemple, les fresques de l'abbaye d'Abou Ghosh, à quelques kilomètres de Jérusalem, qui est un lieu au Moyen-Âge que les Latins identifient avec le site d'Emmaüs dans la Bible, d'accord ? Même si en vrai le site d'Emmaüs c'est pas là, mais à l'époque ils pensent que c'est là, d'accord ? Et donc cette abbaye, elle est décorée au XIIe siècle, et elle est décorée par des artisans byzantins qui ont probablement été loués à prix d'or auprès de l'empereur byzantin ou prêtés par l'empereur byzantin comme cadeau diplomatique. Ça se fait beaucoup à l'époque, c'est une manière simple de faire un cadeau diplomatique à quelqu'un en lui envoyant un artisan de talent. Donc on a une abbaye latine tenue par des latins au milieu d'un village peuplé majoritairement par des chrétiens d'Orient et décoré par des artisans byzantins. On le voit bien, regardez le détail des fresques. Ici, ça peut vous faire penser par exemple aux mosaïques de Ravenne. Regardez la finesse du costume ou la finesse de la main. On est vraiment sur un art typique de l'art byzantin de cette époque et pas du tout de l'art occidental. Enfin, l'Orient latin est également un lieu d'invention de techniques architecturales. Le contexte de guerre permanente stimule évidemment les architectes castraux. On a envie de faire des fortifications qui soient les plus efficaces possibles, puisqu'on est dans un contexte où on est à peu près sûr que tôt ou tard le site va être assiégé. Donc il y a une émulation. Et c'est notamment en Orient que se développe le modèle de ce qu'on appelle le château concentrique. Ici, c'est l'exemple du château de Belvoir. Vous voyez, comme le nom l'indique, regardez, je vous mets le plan dessiné, ce sera plus clair. Le château concentrique, comme le nom l'indique, l'idée c'est d'avoir plusieurs enceintes, d'accord, successives, d'accord, se concentrant petit à petit. D'accord, tout le monde voit bien, une enceinte extérieure, puis une première enceinte intérieure, puis une deuxième, puis une troisième, fournissant autant de points de repli pour les défenseurs en cas de siège. D'accord. Et cette technique est ensuite reprise en Occident. Regardez par exemple à côté le plan du château de Beaumaris, construit au fin fond du pays de Galles, donc on est quand même vraiment très loin de l'Orient latin. Vous voyez bien que c'est exactement la même chose, un château concentrique. Et parmi les architectes du château de Beaumaris, sans surprise, on retrouve un Templier qui a servi pendant des années en Orient, notamment à Belvoir. Et encore une fois, c'est pas étonnant. Du coup, il copie ce qu'il sait faire. Il copie un château dont il a vu l'efficacité, puisque Belvoir a été plusieurs fois assiégé et jamais pris. Et donc, quand on le retrouve au fin fond du pays de Galles, engagé pour construire un château, évidemment, il fait ce qu'il sait faire. Et donc, transfert technique, transfert culturel. Alors, les échanges, ils se font également dans le domaine linguistique, bien sûr. On prend des mots d'une autre langue, généralement, comme aujourd'hui, pour désigner des réalités qu'on ne connaissait pas jusqu'à là. Les Arabes empruntent ainsi au latin des mots qui désignent des aliments, comme le mot anguille, un poisson que les Latins consomment énormément. Vous savez que les médiévaux mangent beaucoup d'anguilles. Aujourd'hui, c'est un mets plutôt rare. À l'époque, c'est un mets très apprécié, notamment de la noblesse, qui n'était pas connu en Orient à ce moment-là, et que les Latins introduisent artificiellement dans les lacs et les rivières d'Orient. Et donc, on voit le mot anclis qui apparaît en arabe à ce moment-là pour désigner ce nouveau poisson qui a fait son apparition en même temps que les Latins. Les Arabes prennent également des mots qui renvoient au domaine politique, comme le mot bourgeoisie, ou encore le mot fassala, qui vient du vassal latin. Là encore, du coup, des réalités politiques et sociales qui n'ont pas leur équivalent absolu, et du coup, c'est plus simple de prendre le mot quand on est face à une nouvelle réalité. Parfois, prendre des mots, ça peut être une façon consciente et volontaire d'imiter l'autre. À la fin du XIIe siècle, par exemple, un seigneur arménien, Léon II, lance une politique d'occidentalisation de ses institutions. Il cherche à se rapprocher du Saint-Empire romain germanique en espérant recevoir la couronne de roi d'Arménie. D'ailleurs, c'est une stratégie qui va marcher puisqu'il va finir par être couronné roi d'Arménie par le chancelier de l'empereur. Et du coup, pour obtenir cette couronne, il lance un grand programme d'occidentalisation de ses institutions et notamment d'occidentalisation du vocabulaire. D'une manière intéressante, ça lui est reproché par les ecclésiastiques de son époque, comme ici dans une lettre d'un des grands archevêques arméniens de son époque, qui écrit au roi pour l'engueuler et pour lui dire, vous voyez, n'allez pas la tête découverte comme les latins, mais couvrez-vous du tarbouche comme vos ancêtres, arrêtez de vous raser comme les latins, ne vous servez pas des titres de sire, proximos, connétable, maréchal, chevalier, lige, comme font les latins. Donc ici on voit que Léon, en fait, il a commencé à employer des mots latins dans son désir de se rapprocher des latins, ce qui lui est visiblement reproché comme un éloignement de pratiques traditionnelles, d'accord, avec Nersès, du coup, qui lui reproche de s'éloigner de ses ancêtres. Les latins, quant à eux, ramènent de très nombreux mots qui renvoient à des éléments caractéristiques de l'Orient. Je vous en ai mis quelques exemples parmi bien d'autres.
des animaux, comme gazelle ou girafe, écrit comme ça pendant longtemps, qui ne perd son L qu'à une époque finalement récente, des aliments comme le sucre ou le sirop, des objets qui étaient inconnus en Occident comme le matelas, des peuples comme les Bédouins, des termes politiques comme le calife, d'accord, pendant longtemps écrit en ancien français Khalif, qui devient calife parce que c'est pas facile à prononcer le Khalif, d'accord, tout simplement, ou encore l'amiral, amiral qui est un bon exemple là encore de l'ambiguïté, de l'ambivalence de ces transferts culturels. Amiral, ça vient de l'arabe Amir al-Bar, ça veut dire le chef de la mer. Amir, c'est l'émir, c'est le chef, et al-Bar, la mer. Et donc c'est intéressant, c'est que ici les latins, vous avez vu, n'ont copié que le début. Donc en fait, ils ont copié la partie la moins importante. Parce que, littéralement, amiral, en fait, ça veut dire le chef de. En fait, ils n'ont pas compris que le mot important là-dedans, c'était pas Amir, c'était Al-Bar, c'était chef de la mer. Et du coup, on en a fait notre amiral, notre commandant de navire, en ayant copié, en fait, que le début du mot et pas la fin. D'accord. Pareil pour l'arsenal, lieu où on fabrique des navires, la douane, c'est le diwan, le diwan en arabe, la gabelle, qui va devenir ensuite un célèbre impôt sur le sel, ou encore le drogman. D'accord, le drogman en arabe, c'est le traducteur, l'intermédiaire. Vous allez me dire, c'est un mot qu'on n'emploie plus, mais si, parce que drogman, ça a petit à petit vécu sa vie en français, et ça a donné le terme truchement. Quand on dit par le truchement de quelqu'un, ça veut dire par l'intermédiaire de quelqu'un, c'est un peu daté comme mot, mais ça s'emploie encore, ça vient du coup du drogman arabe, ramené par les croisés. À chaque fois, évidemment, il ne s'agit pas que de reprendre un mot, mais de l'intégrer à son vocabulaire propre, d'accord, par tout un processus, vraiment d'intégration, d'appropriation du terme. Alors après vous avoir présenté comme ça quelques exemples de qu'est-ce qui est transporté. Oui, dernier exemple que je voulais vous donner parce qu'il est vraiment intéressant. Regardez un mot, par exemple, rapporté par Ernoul. Ernoul, c'est un écuyer qui écrit dans les années 1220 et il écrit je vais vous expliquer ce qu'est une caravane. Il écrit comme ça, c'est la première occurrence dans une langue latine du mot. Quand les marchands veulent partir vers des destinations lointaines, ils se rassemblent à 20, 30 ou 40. Chacun amène ses chameaux chargés de marchandises. Ils avancent tous ensemble, ils portent leur tente avec eux sur les chameaux. Le soir, ils les tentent devant une ville et dorment là. Donc c'est la première occurrence du terme caravane, d'accord, qui ensuite, du coup, va vivre sa vie, qui va finir par être représenté, comme ici sur l'Atlas catalan, on voit ici représenter une caravane, d'accord. Et là aussi, du coup, le mot vit sa vie, puisque évidemment, aujourd'hui, si on parle d'une caravane, il y a plus de chances que la première image qui vous vienne en tête soit une caravane de camping, plutôt qu'une caravane de marchands sur les routes. D'accord. A priori, l'image mentale qu'on a en premier, c'est celle-là. D'accord. Et ce qui est intéressant, vous avez vu, c'est que quand Ernoul l'écrit, il explique le mot. Vous avez vu, exactement comme Fouché de Chartres, quand il écrivait nos canamélis, et qui prenait la peine d'expliquer en disant en fait ça veut dire canne et ça veut dire miel. Mais ici aussi en fait il sait bien que s'il veut que le mot soit pris, il peut pas se contenter de balancer le mot et de dire le Seigneur a pillé une caravane. Parce qu'en fait tout simplement son lectorat ne va pas comprendre le mot. Du coup il fait un effort pédagogique d'explicitation du mot. Évidemment c'est avec ces efforts que ça facilite en fait l'entrée de nouveaux mots dans les langues locales. Donc ça, c'est une première partie sur qu'est-ce qui est échangé, qu'est-ce qui est emprunté. Une deuxième partie qui sera plus courte puisque le temps file, sur qui emprunte, qui se fait en fait vecteur de ces transferts culturels. Par qui concrètement est-ce que ça passe ? Il y a un grand nombre en fait de vecteurs, un grand nombre de cas possibles. Plusieurs modalités de la rencontre entre individus. Déjà, cette rencontre, elle n'est pas forcément volontaire. Comme le rappelle un autre passage de Usama ibn Munkiz, qui dit, je cite, parmi les femmes franques qui avaient été dirigées vers la maison de mon père, donc qui ont été capturées comme esclaves après une bataille, il y avait une vieille avec une de ses filles et un fils. Le fils devint musulman, et même un très bon musulman. Il apprit l'art de travailler le marbre auprès d'un artiste qui pavait en marbre la maison de mon père. Mon père le maria avec une femme d'une famille pieuse qui lui donna 2 fils. 6 ans plus tard, cet ouvrier nommé Raoul partit avec eux et leur mère pour rejoindre les Freins, et il redevint chrétien après des années à être musulman. Donc ici, on a bien un homme, donc ce Raoul, qui va être vecteur de transfert culturel, puisque vous voyez qu'il a appris quelque chose pendant le temps où il était captif à Chaïzar. En l'occurrence, il a appris l'art de travailler le marbre, une technique qui est à peu près inconnue à ce moment-là en Occident. Oui, pour une bonne raison, il n'y a plus trop de marbre, d'accord, très peu en exploitation, à part un peu autour de Rome. Et donc on imagine qu'une fois qu'il est redevenu chrétien, parce que évidemment Oussama juge très critiquable, il va amener avec lui ses connaissances, il va amener avec lui son savoir, et qui va peut-être se faire employer comme artisan marbrier, mais cette fois pour un seigneur latin, ou peut-être qu'il va repartir en Occident avec ses connaissances en tête. Alors en gros, il y a 3 vecteurs qui sont privilégiés pour les échanges. Le premier vecteur, évidemment, c'est les marchands.
C'est pas une surprise, globalement à toutes les époques, les marchands sont toujours parmi les vecteurs privilégiés des échanges culturels. C'est logique. De par leur profession, ils sont particulièrement disposés à se faire des vecteurs d'échanges culturels. D'abord, ils voyagent beaucoup. Ensuite, leur prospérité personnelle dépend souvent de leur capacité à se déplacer entre les cultures, notamment à manier plusieurs langues. Et enfin, ils sont par définition eux aussi à l'affût d'une nouveauté qu'ils pourraient commercialiser. Donc c'est pas étonnant qu'on trouve autant de marchands, et notamment dans les mots que les latins vont ramener d'Occident, il y a beaucoup de mots qui relèvent du domaine économique. D'accord ? C'est pas une surprise, c'est des mots, on voit bien, hein, quand les marchands ont fait face à une nouvelle technique qui les intéressait, en fait ils ont ramené et la technique et le mot. D'accord ? Deuxième catégorie sociale qui porte des transferts culturels, les seigneurs. Contrairement à une image qui est encore très ancrée dans les imaginaires collectifs, les chevaliers médiévaux, c'est pas des brutes en armure qui ne pensent qu'à pourfendre le crâne d'un sarrasin. D'accord, vous oubliez les visiteurs, même si j'aime beaucoup le film par ailleurs. Les chevaliers médiévaux, c'est des élites sociales et intellectuelles, souvent lettrées, pas tous et toutes, mais plusieurs savent lire et écrire, et qui sont généralement curieux et avides d'apprendre. Et dès lors, ils peuvent devenir des passeurs culturels de tout premier plan. Pour prendre un exemple précis, pendant la première croisade, Gaston, comte de Béarn, est chargé par son seigneur, le comte de Toulouse, Raymond de Saint-Gilles. Vous voyez que j'ai choisi un exemple local pour dire ça joue toujours. Donc il est chargé par le comte de Toulouse de gérer les relations avec le contingent grec qui accompagne les croisés. En partant de Constantinople, les croisés sont accompagnés par quelques milliers de soldats byzantins, et donc Gaston de Béarn est nommé émissaire, chargé de faire la navette entre les deux parties de l'armée pour vérifier que tout se passe bien. Pendant le siège de Nicée, on sait que les Grecs installent des machines de siège bien plus complexes que ce qui existe en Occident à ce moment-là. Les Byzantins ont gardé les techniques poliorcétiques, les techniques de siège de l'armée romaine, et donc dressent notamment des scorpions, d'accord, des espèces de balistes qui envoient des traits ou qui envoient des pierres, bien plus que ce qu'on sait faire en Occident à ce moment-là. 2 ans plus tard, au moment du siège d'Antioche, Gaston est en charge des machines de siège des Latins. C'est lui qui est en charge de construire notamment les tours de siège et les échelles pour prendre la ville. D'accord ? Là, c'est pas un hasard. En fait, il a probablement appris des Byzantins, puisque c'était lui qui était chargé de faire la navette avec les Byzantins. On imagine qu'il a probablement regardé leur machine de siège, qu'il a probablement posé des questions, qu'il a cherché à apprendre. Revenu en Occident, on le trouve 10 ans après au service du roi de Castille en tant que chef ingénieur. C'est la dernière mention de Gaston. D'accord ? Dans une bataille, chef ingénieur, ça veut dire chef responsable des machines de siège. Donc ici, on a un exemple précis d'un seigneur qui a su maîtriser un savoir technique précis, exigeant, tout le monde s'improvise pas expert en machine de siège, le ramener en Occident et probablement s'en servir pour se faire embaucher, probablement à prix d'or, par un autre seigneur. Autre exemple dans l'autre sens, donc cette fois du côté Occident vers les musulmans, vers 1175, un petit seigneur d'Antioche nommé John Gale tue son seigneur. Il rentre chez lui d'une expédition de chasse et il trouve son seigneur au lit avec sa femme. Visiblement, il est très mécontent et donc il tue les deux dans un accès de rage compréhensible. Il s'enfuit immédiatement parce que évidemment il a tué son seigneur, donc il va lui arriver des bricoles, et il décide de passer en terre de Sarrasins, ce qui est une caractéristique de ces sociétés de frontières où on peut toujours passer du côté des musulmans, ce qu'on va retrouver en péninsule ibérique, pensez au Cid, d'accord, une figure célèbre qui pendant quelques années se fait embaucher comme mercenaire par les musulmans avant de repasser du côté des chrétiens. Il est embauché par Saladin et il est embauché pour, je cite, apprendre la chevalerie à son neveu. Le neveu de Saladin, à cette époque c'est l'héritier de Saladin. Et donc il lui apprend à se battre comme un franc. Et quand quelques années après le neveu de Saladin meurt au combat contre les francs, un chroniqueur arabe note, je cite, « C'était une grande perte, il était un émir sans pareil, et lui seul savait se battre comme le font les francs. » Et oui, c'est pas surprenant, il a eu un professeur chevalier latin, donc c'est pas étonnant que lui seul sache se battre comme le font les francs. Ce qui est intéressant, c'est que l'histoire de John Gale, elle n'est pas terminée. Quelques années après, il rentre de son exil et il retrouve sa place du côté des Latins. Au moment de la bataille de Hattin, en 1187, cette bataille qui va voir la défaite des Latins face à Saladin, le roi Guy fait venir un certain chevalier Jean de Tyr, c'est John Gale, car, je cite, il s'était souvent battu avec les Turcs et il connaissait très bien leurs pratiques. Et du coup, ici, vous voyez, on retrouve John de l'autre côté, qui une fois revenu du côté des Occidentaux est en quelque sorte l'expert en tactique turque, parce qu'il a passé 10 ans au Caire, et du coup c'est lui qu'on fait venir quand on a besoin de savoir ce que préparent les Turcs. D'accord ? Et en l'occurrence, à la fin de l'histoire, c'est que John met en garde le roi contre le piège qui est en train de tendre Saladin, et les barons refusent de l'écouter, en disant on ne peut pas lui faire confiance, il a passé 10 ans chez les Turcs, d'accord ? Qu'est-ce qui nous prouve qu'il est encore un chrétien ?
D'accord. Et du coup, en fait, là, c'est assez intéressant parce que en fait, les savoirs qu'il a, les savoirs techniques qui auraient peut-être pu éviter à Guy de Lusignan la défaite de Hattin, sont irrecevables parce qu'il est trop coloré, trop teinté par son contact avec l'autre. Dernier vecteur, le plus important, évidemment, c'est les savants. On a parlé des contacts médicaux qui se font donc par des échanges, etc., mais aussi par des circulations de textes via des traductions. Très tôt, en effet, des clercs catholiques s'emploient à traduire des textes arabes, notamment à Antioche, qui est une grande ville à l'époque, très peuplée, et qui est une grande ville de culture. On peut ainsi citer l'exemple de Adélard de Basse, auquel le médiéviste Olivier Hahn a consacré récemment une belle biographie. C'est un lettré anglais qui se forme à la science arabe lors d'un long séjour à Antioche. Et c'est peut-être là qu'il traduit depuis l'arabe un texte particulièrement important, les éléments d'Euclide, qui est un texte évidemment qui a une importance très forte ensuite dans la mathématique et la géométrie occidentale. C'est également à Antioche, il a dû côtoyer Étienne de Pise, un traducteur latin, lui aussi qui a traduit de nombreux textes, d'accord, notamment des textes médicaux par exemple, mais également des textes mathématiques. Et c'est pas un hasard que le premier mathématicien occidental à utiliser les chiffres dits arabes, qui en réalité, vous savez, sont des chiffres indiens passés par l'arabe. Donc ce premier mathématicien, c'est un Pisan, c'est Fibonacci de Pise, qui nous a laissé la suite de Fibonacci, s'il y a des matheux dans la salle. Et c'est pas un hasard, parce qu'en fait, il a lu les textes traduits par Étienne de Pise, qui, à Antioche, traduisait les textes et les envoyait à Pise. Donc ici aussi, on a des vecteurs et des circulations très intéressantes. Et on voit comment fonctionnent concrètement les échanges culturels, vous voyez bien. Un petit texte ici, une idée ici, une rencontre, un contact, une personne, un esclave, un prisonnier, un chevalier en fuite, et petit à petit, ça fait des transferts culturels. Cela dit, encore une fois, et je terminerai sur ça, c'est que ces exemples, ils ne sont pas forcément acceptés par tous, et à leur tour, ils peuvent provoquer des réactions violentes ou des réactions crispées. Guillaume de Tyr, par exemple, célèbre chroniqueur latin, archevêque de Tyr, note que donc il parle des princes de l'Orient, et il dit dédaignant la médecine et les moyens curatifs employés par nos médecins latins, n'ont confiance que dans les Juifs, les Samaritains, les Syriens, les Sarrasins. Ils s'abandonnent imprudemment à leur traitement. Donc ici, on voit bien que c'est une critique. Pour lui, ces transferts culturels, ils ne sont pas vus comme un progrès, ce que nous, avec notre regard du XXIe siècle, on aurait tendance à voir, mais comme une critique. C'est la même chose que quand Nersès grondait son roi arménien en lui disant vous oubliez les pratiques de vos ancêtres fascinés par les nouveaux mots latins. Mais ici, c'est la même chose. Et c'est des choses qu'on va retrouver assez souvent, cette idée que quand les transferts culturels sont trop nombreux, quand ils sont trop forts, en fait, ils deviennent aliénation. À force de trop s'approcher de l'autre, on devient soi-même autre. On n'est plus reconnaissable par les membres de sa communauté d'origine. J'avance, je passe. Voilà, par exemple, la chronique d'Otto de Saint-Blaisien sur la Troisième Croisade, vous voyez, donc il parle de la Troisième Croisade et il dit l'armée des pèlerins fut si choquée par le mode de vie des seigneurs de cette terre et détesta tellement leur commerce et leur amitié secrète avec les païens qu'ils rejetèrent totalement leur autorité et n'écoutèrent plus qu'eux-mêmes. Donc ici, en fait, il y a un hiatus entre les latins arrivés au moment de la croisade qui trouvent en fait que les latins vivant en Orient sont trop orientalisés, trop orientaux. Quelques années après, Jacques de Vitry le décrit en détail. Ils sont bizarres, ces latins qui vivent en Orient. Ils portent des robes de soie, ils vont au hammam, ils mangent des aliments bizarres. Il y en a plusieurs qui ont arrêté de manger du porc, par exemple. Et toutes ces pratiques, en fait, qui sont des transferts culturels, sont vues du coup comme des aliénations. Non pas comme un enrichissement, mais comme une perte de ce qui fait le cœur de l'identité d'un seigneur occidental. Et du coup, ça se traduit par des malentendus, par de la violence, par des querelles, par des conflits. Regardez la chronique rimée d'Ambroise au moment de la Troisième Croisade. Le roi Richard accepta les cadeaux de Saladin, on l'en blâma très durement, on parla de lui en mauvais termes. Et oui, voilà, le roi Richard, croisé, incarnation, il n'aurait pas dû accepter les cadeaux d'un chef païen. Le fait qu'il soit entré en relation avec lui est ici vu comme quelque chose de négatif et pas du tout comme quelque chose de positif. Alors, il serait dommage de finir sur une note négative. Ces transferts culturels, ils peuvent quand même être salués par les auteurs. Ainsi, d'un célèbre passage que je ne commente pas en entier, on va regarder juste le début de Fouché de Chartres, dans lequel il dit « Considérez et réfléchissez de quelle manière Dieu a transformé l'Occident en Orient. Nous qui avons été des Occidentaux, nous sommes devenus des Orientaux. Celui qui était romain ou franc est devenu ici galiléen ou habitant de la Palestine. Celui qui habitait Reims ou Chartres se voit citoyen de Tyr ou d'Antioche.
Nous avons oublié les lieux de notre naissance, etc., etc. Ici, c'est un tableau mélioratif, laudatif de ces échanges culturels, de ces croisements d'altérité, de ces métissages dans cette société de frontières, tissés par des échos bibliques. Regardez la phrase dans laquelle il dit « Ils parlent diverses langues et sont déjà tous parvenus à s'entendre. Les idiomes les plus différents sont maintenant communs à l'une et l'autre nation. La confiance rapproche les races les plus éloignées. » Ici, évidemment, ça joue comme une espèce de Babel à l'envers. Il y a eu Babel, la division des langues et la division des peuples. Et au contraire, grâce à la croisade, les idiomes les plus différents deviennent une langue commune. Les peuples se rapprochent, refusionnent dans un creuset unique. Alors, je termine avec une dernière remarque. Ces transferts culturels, ils ne sont pas neutres, au sens où ils peuvent également être chargés d'intentions politiques assez précises, notamment en termes de mise en scène politique. On en a une preuve avec une pièce de monnaie. Cette pièce de monnaie, elle est frappée à Antioche dans les années 1120. C'est ce qu'on appelle donc un besan, une pièce de petite monnaie, à l'époque où Antioche est dirigée donc par un seigneur normand qui s'appelle Tancrède, qui est prince régent d'Antioche, puisque à ce moment-là, le prince actuel d'Antioche est trop jeune. Donc il est prince régent d'Antioche. Et ici, Tancrède se fait représenter, vous voyez, donc au dos, il y a une croix, d'accord, et il se fait représenter en fait comme un seigneur oriental, portant un turban et barbu. Alors que je dis que la barbe était vraiment un signe important. Au moment de la première croisade, les latins se rasent, alors qu'en Orient, on ne se rase pas. Et donc ici, en fait, c'est un choix volontaire. Pour être accepté de la population antiochienne, Tancrède sait qu'il doit emprunter les codes de communication politique, d'accord, que connaît, que maîtrise, que reconnaît cette population. S'il se faisait représenter en seigneur occidental, en fait, tout simplement, les gens risqueraient de refuser d'utiliser la monnaie, voire de refuser de reconnaître son autorité. Donc ici, on a à nouveau un transfert culturel, mais un transfert culturel qui n'est pas ancré dans un intérêt pour la culture ou dans un intérêt commercial, comme on l'a vu, mais ici dans un intérêt politique. Le but, c'est tout simplement de se rendre acceptable et donc de rendre sa domination acceptée. Alors pour conclure, j'ai essayé de vous montrer plusieurs exemples de transferts culturels dans cet Orient latin, encore une fois, très divers, très pluriels, brassés par des croisades, mais aussi par la vie quotidienne. Des échanges culturels nombreux, très importants, certains évidemment purement anecdotiques. Ça n'a pas changé l'histoire du monde que les latins ramènent le mot gazelle d'Orient à ce moment-là. Certains plus importants, le fait de ramener le sucre, la pratique de l'hôpital, d'accord, sont des pratiques qui ont eu évidemment une influence déterminante sur les structures économiques, sociales, culturelles de l'Occident, et ce, pendant longtemps. Mais j'ai également essayé de montrer qu'il peut y avoir des phénomènes de crispation, de tension, il peut y avoir des échecs. Certaines choses ne circulent pas. Vous vous rappelez de nos pigeons voyageurs génois qui ne sont jamais allés jusqu'au pape parce qu'on ne savait pas comment faire. Certaines choses circulent mais entraînent du coup des malentendus. Le sucre vient de l'abeille et moi je sais qu'il n'y a pas de racine qui donne du sucre. Certaines choses circulent mais entraînent des rejets. D'accord ? Et puis du coup évidemment on ne peut pas savoir, mais comment est-ce qu'il a été vu notre seigneur latin qui avait adoré le hammam et l'épilation intégrale quand il a été vu par ses pairs ? Ou quand il est rentré en Occident, qu'il a demandé que quelqu'un lui fasse pareil? Est-ce que ça a été remarqué? Est-ce que ça a été noté? Est-ce que ça a été critiqué? D'accord? Est-ce qu'on lui a reproché d'être trop allé en Orient jusqu'à trop devenir peut-être lui-même oriental? Je m'arrête avec ça. Je vous remercie beaucoup de votre attention.